Je travaillais pour une petite entreprise de livraison dans un village où tout le monde connaissait les affaires des autres. Delivering Delights n'était pas un de ces services réputés comme Uber Eats ou DoorDash. C'était plutôt une opération locale, une start-up privée dirigée par un couple du village qui peinait à peine à survivre. On pourrait penser que le nom lui-même donnerait une ambiance amicale, mais il y avait quelque chose dans les livraisons de nuit qui me rendait toujours nerveux. Les rues, qui étaient autrefois animées pendant la journée, devenaient maintenant sombres et désertes sous la faible lueur des lampadaires. Mon travail était simple, récupérer la nourriture et la livrer. Je m'étais habitué au rythme, conduire dans des quartiers tranquilles, voir les lumières des maisons s'allumer et s'éteindre tandis que les gens s'installaient dans leur routine nocturne. La plupart des clients étaient sympathiques, saluant depuis leur porte ou même offrant un merci derrière un masque. Avec le temps, on commence à reconnaître les gens. C'est ainsi dans les petits villages. On apprend leurs habitudes. Ceux qui commandent des pizzas tard dans la nuit, les familles qui veulent toujours des frites supplémentaires, le type qui te donnait 5 $ de plus si tu ne faisais pas de bruit. Mais bien sûr, il y a toujours des gens bizarres, des gens qui te mettent mal à l'aise. J'évitais certains quartiers, surtout après la tombée de la nuit. Mais ensuite, il y avait Selena. Selena vivait dans une vieille partie du village, juste à côté du lycée, où les maisons avaient clairement vu des jours meilleurs. Les jardins étaient négligés, abandonnés par leurs propriétaires. Elle commandait toujours du poisson frite, toujours. Et à chaque fois, elle avait les mêmes instructions, frapper à la porte et attendre qu'elle sorte. Plutôt standard, sauf qu'elle restait un peu plus longtemps. Elle m'invitait à entrer avec ce sourire étrange accroché à son visage, un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Je refusais toujours, inventant une excuse que j'avais d'autres livraisons. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, comme si elle me jaugeait, comme un loup observant un agneau. Un soir, alors que les affaires étaient assez calmes, j'ai reçu une notification. Nouvelle commande, poisson frites pour Selena. J'ai failli la refuser. Il était 22h15 et il ne me restait qu'une heure de service. C'était une grosse commande, plus grosse que d'habitude. Désespéré de rattraper les pourboires misérables de la soirée, j'ai accepté la livraison contre mon meilleur jugement. Je me suis arrêté au restaurant avec déjà une boule au ventre. La rue était sombre et l'enseigne aux néons clignotantes projetait une ombre inquiétante et dentée sur le parking. Même le restaurant semblait plus silencieux que d'habitude, presque comme si tout le village dormait, sauf moi et Selena. J'ai attrapé le sac en papier lourd, déjà trempé de graisse à travers le papier, et je me suis dirigé vers sa maison. La maison de Selena se démarquait comme un pouce douloureux dans le quartier. C'était une maison délabrée à 2 étages, avec de la peinture écaillée et des volets cassés pendant aux fenêtres. Je me suis imaginé que c'était à cause des chats. La lumière du porche éclairait à peine les marches lorsque je me suis garé devant la maison. J'ai hésité. Quelque chose dans la maison cette nuit-là semblait différent, plus sombre, comme si elle m'attendait. Il y avait des sacs poubelles partout sur le porche et un petit fauteuil inclinable pourri à côté de la porte d'entrée. L'endroit était vraiment dégoûtant, de haut en bas, mais reflétait parfaitement la femme qui y vivait. J'ai pris une grande respiration, secouant cette sensation de frisson qui me montait dans le dos, et j'ai attrapé la commande. En montant les escaliers du porche, j'ai remarqué une odeur âcre dans l'air, presque comme de la viande pourrie mélangée à autre chose. De la sueur peut-être ? Je ne parvenais pas à l'identifier complètement, mais c'était le genre d'odeur qui te hérisse la peau. J'ai frappé une fois, et la porte s'est ouverte toute seule. C'était la dernière chose que je voulais qu'il arrive. Ce n'était pas la première fois que la porte de Selena restait déverrouillée, mais cette nuit-là, elle s'est ouverte vers l'intérieur avec un grincement lent, comme si elle avait attendu que j'arrive. L'obscurité à l'intérieur était totale. La lumière de la rue pénétrait à peine au-delà du seuil, avalée par l'ombre sombre au-delà. L'odeur me frappait encore plus fort maintenant, épaisse, rance. « Selena ?» ai-je appelé, ma voix résonnant trop fort dans le silence. Aucune réponse. J'ai fait un pas à l'intérieur, le sol craquant sous mon poids. « Selena, j'ai apporté ta nourriture. J'aurais dû partir, et je le sais maintenant. » Mais à ce moment-là, j'ai pensé qu'elle était peut-être tombée ou trop malade pour atteindre la porte. Et malgré tout, je ne voulais pas laisser la nourriture dehors. Mes yeux se sont habitués à la faible lumière qui provenait de quelque part dans la maison, la lueur d'une lampe vacillante ou peut-être de la télévision. Mais le salon était pire que je ne l'avais vu auparavant. Il y avait des vêtements et des papiers éparpillés sur le sol, des récipients de nourriture à moitié vides, des bouteilles vides.
J'ai laissé la nourriture sur le comptoir de la cuisine, en nettoyant un petit espace au milieu du désordre. Mes pieds s'enfonçaient presque dans la moquette, qui était humide de quelque chose auquel je ne voulais même pas penser. En me dirigeant vers le couloir, j'ai vu des ombres bouger à la limite de mon champ de vision, presque comme si quelque chose se cachait juste hors de ma portée. À ce stade, j'étais convaincu qu'elle était blessée, peut-être tombée. « Selena !» ai-je appelé à nouveau, cette fois plus urgemment. De quelque part au fond du couloir, je l'ai entendue. Une voix faible, à peine un murmure. « Ici, aide-moi !» C'était sa voix, mais elle ne sonnait pas bien. Elle était trop faible, trop distante, presque comme si elle m'appelait depuis le fond d'un puits. J'ai hésité à l'entrée du couloir, regardant vers la porte d'entrée, qui semblait maintenant plus éloignée. Mon cœur battait vite, chaque instinct me hurlant de partir. Mais ensuite, j'ai pensé, et si elle avait vraiment besoin de mon aide? J'ai avancé dans le couloir, les murs semblaient se refermer sur moi. Cette odeur était insupportable maintenant, comme une plaie infectée qui avait été laissée à pourrir. Je suis arrivé à la porte de la chambre, entrebâillée, et la lumière vacillante se filtrait de l'intérieur. Je l'ai poussée doucement. Elle était là, allongée sur le lit, avec les draps enroulés autour de son énorme corps. Selena, son corps à peine couvert, la peau pâle et brillante de sueur. Elle souriait faiblement, mais ce n'était pas un sourire de gratitude, c'était autre chose. « Entre », dit-elle, sa voix épaisse et traînante. « J'ai besoin de toi. » Je me suis figé, mon estomac se retournant encore plus. Il y avait quelque chose de profondément mauvais dans la façon dont elle était allongée, dans la façon dont elle me regardait. J'ai fait un pas en arrière, mon talon trébuchant sur le bord de la moquette. Elle était complètement nue, toutes ses parties complètement exposées, me faisant signe avec un doigt pour que je la rejoigne dans le lit. « Je t'ai apporté ta nourriture », balbutiai-je, reculant de la pièce. « Je devrais partir. » Soudain, une voix brisa le silence, basse et rauque, venant de quelque part derrière moi. « Ne pars pas, elle a besoin de toi. » Je me suis retourné immédiatement, et là, dans les ombres au bout du couloir, se trouvait un homme. Je l'ai reconnu tout de suite. Un sans-abri que j'avais vu traîner au centre-ville, errant sans but. Ses vêtements étaient sales, son visage non rasé, mais ce qui ressortait le plus, c'était la façon dont il me regardait. Ses yeux étaient grands ouverts, brillants d'une folie, d'une sorte de désespoir. Il n'y a pas beaucoup de sans-abri dans notre petite communauté, donc c'était facile de se souvenir d'où je le connaissais. Pourtant, il y avait quelque chose de mal, comme s'il avait perdu la tête. « Elle a besoin que tu restes », dit-il à nouveau, faisant un pas en avant, sa main sale tendue vers moi. « Tu peux l'aider. » Je reculai jusqu'au cadre de la porte, mon pouls battant dans mes oreilles. « Non, commençai-je à dire, mais il me coupa, sa voix s'élevant. « Elle est malade, tu ne le vois pas? Tu dois lui donner ce dont elle a besoin. » Puis il me fit un clin d'œil. Je sentis mon corps se tendre tandis qu'il s'approchait. Ses pas étaient délibérés, sa respiration saccadée. J'ai regardé vers la chambre, où Selena me regardait encore avec ce sourire étrange, sa main me faisant toujours signe de m'approcher. Je pouvais sentir les murs se refermer autour de moi, l'air devenant plus épais. Ce n'était pas juste une demande étrange, c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus sombre et totalement dépravé. Finalement, mon dos heurta le mur, et le poids de la situation s'abattit sur moi. J'étais piégé. L'homme continuait d'avancer, ses vêtements sales dégageant une odeur âcre et autre chose. Sa respiration était chaude et lourde, remplissant ce couloir étroit, tandis qu'il murmurait à nouveau. « Tu dois l'aider. Tu es venu pour l'aider, n'est-ce pas? Donne-lui ce qu'elle demande, petit livreur. » « Je ne suis que le livreur, » parvins-je à balbutier, la gorge sèche. « Je suis juste là pour déposer la nourriture, et j'ai vraiment besoin de partir. J'ai d'autres livraisons. » « Les livraisons peuvent attendre, » grogna-t-il, sa voix soudain tranchante, coupant l'air oppressant comme un couteau. Il n'était qu'à quelques centimètres de moi maintenant, assez près pour voir les plaies sur sa peau, le jaunissement de ses yeux alors qu'il me scrutait, comme si j'étais sa proie. « Selena a faim, elle t'attendait? Donne-lui ce qu'elle veut, mec, et laisse-moi regarder. » Derrière moi, la voix de Selena résonna, mielleuse et douce. « S'il te plaît, ne pars pas. » prononçait-elle chaque mot, chaque syllabe imbibée d'un mélange de désespoir qui me faisait frissonner encore plus. « Reste un peu, tu vas aimer ça. Nous prendrons soin de toi. » Je tournai la tête vers elle, elle s'était redressée à moitié,
son grand corps pâle à peine couvert par le mince drap qui s'était maintenant enroulé autour de ses jambes. La faible lumière de la pièce reflétait la sueur qui brillait sur son visage, et pour la première fois, je vis l'ampleur de la saleté dans laquelle elle vivait. Le lit était taché, avec de grandes marques sombres sur le matelas, et il y avait une odeur accablante de moisissure et de pourriture qui semblait émaner de chaque recoin de la pièce. Je sentis ma gorge se serrer alors que la bile montait. La main de l'homme jaillit, attrapant mon bras. Son emprise était collante, ses ongles sales s'enfoncèrent dans ma peau. « Tu ne peux pas partir !» grogna-t-il, me tirant vers la chambre. « Selena veut que tu restes. »« Non !» criai-je enfin, libérant mon bras avec toute la force que je pus rassembler. Le mouvement soudain me fit tituber en arrière, mon épaule heurtant le cadre de la porte. « Je ne vais pas rester. Je ne fais pas partie de ça. Amusez-vous sans moi. » Le visage de l'homme se tordit en un horrible grognement, ses lèvres se retroussant pour révéler des dents jaunes et craquelées. « Tu ne peux pas partir, siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse maintenant. Pas avant qu'elle ait ce qu'elle veut. Donne-le lui, espèce de salaud. Fais-le. » Je ne voulais pas savoir ce que cela signifiait. Je me suis retourné et j'ai couru dans le couloir, mes pieds frappant la moquette usée alors que je me précipitais vers la porte d'entrée. Derrière moi, je pouvais entendre les lourds pas de l'homme, son souffle haletant me suivant tandis qu'il me poursuivait. La voix de Selena me suivait, malade et chantante. « Reviens, ne fuis pas. » J'ai atteint la porte d'entrée et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage juste au moment où j'étais sur le point de m'échapper. Et puis j'ai senti une main qui me tirait par le t-shirt, me tirant en arrière. Je me suis retourné juste à temps pour voir l'homme, les yeux exorbités, essayant de me ramener dans la maison. « Allez, mon frère !» cria-t-il dans un élan de désespoir. Avec un dernier effort de force, j'ai réussi à me libérer de son emprise, trébuchant dans les marches du porche et courant vers ma voiture. J'ai lutté avec les clés et j'ai finalement réussi à ouvrir la porte. Je me suis jeté à l'intérieur, verrouillant et fermant la porte immédiatement. L'homme resta au bord du porche, son ombre allongée sous la faible lumière, ses yeux fixés sur moi, remplis d'une intensité folle. Pendant un moment, nous nous sommes regardés, l'air entre nous était chargé de tension. Il ne bougeait pas, il restait simplement là, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant et retombant alors qu'il continuait à me fixer. Puis, lentement, il leva la main et me pointa du doigt, ses lèvres se courbant. « Tu reviendras » dit-il, sa voix à peine audible, à travers la fenêtre fermée de ma voiture. « Tu reviendras, je n'ai pas perdu une seconde de plus. » J'ai démarré le moteur et je suis parti à toute vitesse de cette entrée, mes pneus crissant contre l'asphalte alors que je m'éloignais. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne pouvais pas. L'image de Selena et de cet homme, peu importe ce qu'ils étaient en train de planifier, était gravée dans mon esprit. J'ai juste continué à conduire, mes jointures blanchissant à mesure que je serrais le volant. L'adrénaline coulait encore dans mes veines. Lorsque je suis finalement arrivé au parking derrière le bureau de Delivering Delights, j'ai senti que je pouvais enfin respirer à nouveau. Ce poids oppressant qui m'avait suivi à l'intérieur de la maison semblait s'être complètement dissipé. Mais le sentiment de malaise, la sensation que quelque chose rampait à l'arrière de mon cou persistait. Je suis resté dans ma voiture un moment, mon cœur ralentissant enfin, essayant de donner un sens à toute la situation. Comment avais-je fini dans cette situation ? J'avais déjà livré là-bas, bien sûr, mais c'était évidemment complètement différent. Ce n'était pas juste une vieille dame bizarre se comportant de manière inappropriée. C'était autre chose, quelque chose de sombre et insidieux. Qui diable était ce type ? J'ai sorti mon téléphone et appelé mon patron, le propriétaire de Delivering Delights. Bien qu'il soit tard, la ligne a sonné 2 fois avant qu'une voix endormie ne réponde. « Oui, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de quitter la maison de Selena, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme bien qu'elle tremblât encore. Il s'est passé quelque chose de bizarre, et je pense qu'elle a un type qui vit avec elle. Il a essayé de m'attraper, et j'ai à peine réussi à m'échapper. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Qu'est-ce que tu veux dire par un type ? Je ne sais pas qui c'est, dis-je, les mots sortant maintenant en cascade. Je pense que c'est un sans-abri. Je l'ai vu traîner dans le village, mais il était là, et il a essayé de me traîner de retour dans la maison. Il m'a dit que je ne pouvais pas partir. Mon patron soupira bruyamment. « Écoute, mec, Selena a définitivement quelques problèmes, ok ? On a déjà eu des soucis avec elle, mais rien de tel. Je vais appeler la police et voir ce qu'ils veulent faire. En attendant, prends ta soirée libre et on verra ça demain. » J'ai raccroché, ne me sentant pas plus rassuré qu'avant. Assis dans ma voiture dans l'obscurité, le poids de ce qui venait de se passer s'abattit enfin sur moi. Je pouvais encore sentir l'emprise collante de cet homme sur mon bras. J'entendais encore la voix inquiétante de Selena m'appelant, me demandant de revenir. Je ne suis même pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, j'ai erré sans but dans les rues tranquilles du village, essayant de me débarrasser de cette sensation d'être observé, cette sensation que quelque chose me poursuivait. Chaque fois que je passais devant une ruelle sombre ou un coin de rue vide, je m'attendais à moitié à voir cet homme debout, m'attendant. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau pour parler à mon patron.
J'avais besoin d'une sorte de conclusion, d'une explication, de quelque chose qui donnerait un sens à la folie que j'avais vécue la nuit précédente. Quand je suis entré, mon patron était assis derrière son bureau, l'air beaucoup plus fatigué que d'habitude. « T'as eu des nouvelles de la police ?» demandai-je en m'asseyant en face de lui. Il hocha lentement la tête, se frottant la nuque. « Oui, il s'avère que Selena laisse ce type rester avec elle depuis un moment. Apparemment, elle l'a rencontré dans le village il y a quelques jours et l'a ramené chez elle et ils sont... impliqués. » « Impliqués ?» répétai-je, sentant immédiatement mon estomac se nouer. « Ouais, » répondit mon patron, clairement mal à l'aise. « C'est bizarre et mal, mais ce sont des adultes consentants. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. La police est allée leur parler, mais ils n'ont pas arrêté le type. Techniquement, il ne faisait rien d'illégal. » Je secouai la tête, essayant de comprendre ce qu'il me disait. « Donc c'est tout ? Rien d'illégal ? Il m'a touché ? Il m'a poursuivi ? Il a essayé de me ramener dans la maison. » Mon patron se pencha dans sa chaise, me regardant avec des yeux fatigués. « Écoute, je comprends. C'est flippant, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Évite-la à partir de maintenant, d'accord ? Si elle commande à nouveau, j'enverrai quelqu'un d'autre. Quand t'as porté plainte, c'est ta parole contre la leur. Et ils disent tous les deux qu'il ne t'a jamais touché. C'est comme ça. » Je hochai la tête, mais la sensation de malaise continuait de me ronger de l'intérieur, refusant de disparaître. Je suis sorti du bureau et rentré chez moi, et j'ai fini par démissionner la semaine suivante. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à faire des livraisons après ça, après tout ce qui s'était passé. Je n'ai jamais revu ces deux personnes, et si je les revois un jour, je partirai en courant dans l'autre direction. Je livre des pizzas depuis presque 2 ans. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais faire en m'installant dans ce village tranquille, mais cela paie les factures. J'ai commencé en cherchant simplement un travail pour m'en sortir, jusqu'à ce que je puisse décrocher un emploi dans le marketing. Mais plus je le faisais, plus je me rendais compte que ce travail de livraison me donnait la liberté dont j'avais besoin. Du moins, en quelque sorte. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ces nombreux services, c'est qu'être une femme dans cette industrie transforme le travail le plus banal en un jeu constant du chat et de la souris. Tout le monde devient une menace potentielle dès qu'ils me voient debout à leur porte. Ce qui est pour un homme une simple livraison devient quelque chose de complètement différent pour moi, mesurant 1m60 et pesant à peine 55 kilos, debout là à tenir une boîte à pizza presque comme un bouclier. Les clients réguliers sont assez inoffensifs, principalement des familles, avec des enfants, des couples âgés, des employés de bureau coincés dans des services de nuit. Mais il y a aussi ceux qui attendent ce coup à la porte avec trop d'enthousiasme, qui ouvrent la porte avec une excitation un peu trop grande, dont les yeux restent fixés un peu trop longtemps. Ceux qui me demandent mon nom même s'il est clairement imprimé sur le reçu se penchent un peu trop en avant lorsqu'ils tendent l'argent. J'essaie de garder mes distances, toujours veillant à rester suffisamment loin, et quand la porte s'ouvre, je laisse un peu d'espace entre nous. J'ai appris ces astuces rapidement, mais malgré tous les types étranges, j'ai réussi à garder les choses assez professionnelles. Pas de moments effrayants, pas de situations où mon instinct me criait de fuir. Jusqu'à il y a quelques jours. C'était un vendredi après-midi, juste après le déjeuner, ce genre de service où tu te laisses emporter par un faux sentiment de sécurité. Le soleil brillait, et les routes étaient dégagées. On commence à oublier à quel point les choses peuvent changer rapidement. Je suis sorti récupérer une commande quand j'ai remarqué un camion derrière moi, un gros Chevy, surélevé, avec l'un de ses pare-chocs en acier qui semble fait pour traverser les obstacles. Un de ces camions qui crie « Je me fiche de tout le monde sur la route ». Il y avait un drapeau confédéré flottant fièrement à l'arrière, et dès que je l'ai vu, mon estomac s'est serré. Au début, je pensais qu'ils étaient juste impatients, comme la plupart des gars qui conduisent ces camions, roulant trop près, impatients de me dépasser. Mais ensuite, le moteur a rugi, l'avant du camion s'est lancé en avant, frôlant presque l'arrière de ma petite Toyota. Le soleil brillait sur le pare-brise, mais je pouvais encore distinguer leur forme sombre derrière la vitre. Ils étaient deux, penchés en avant comme s'ils se préparaient à quelque chose. J'ai essayé de rester calme et j'ai légèrement relâché l'accélérateur, espérant qu'ils me dépasseraient, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont dévié sur le côté, me doublant sur cette petite route à 2 voies, puis ils ont viré brusquement devant moi, m'obligeant à me rabattre sur l'accotement. Le gravier a volé sous mes pneus alors que je luttais pour reprendre le contrôle. Ils ont klaxonné longtemps et bruyamment, et j'ai vu l'un d'eux se pencher par la fenêtre, riant alors qu'ils accéléraient sur la route.
Je suis resté là un moment, les mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet, probablement juste l'appli m'avertissant que j'avais une autre commande, mais je ne bougeais toujours pas. J'ai regardé les feux arrière disparaître, sentant l'adrénaline me traverser comme de l'électricité. Je n'avais pas eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation, et même si je l'avais fait, qu'est-ce que j'aurais pu en faire? Appeler la police et leur dire qu'ils m'avaient sorti de la route? Je doute qu'ils s'en soient souciés. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais vraiment faire. J'ai secoué la tête, pris une grande respiration et repris la route. Et puis, quelles étaient les chances que je revoie ces deux types? 2 jours plus tard, j'ai reçu une commande qui a tout changé. Elle est arrivée dans l'après-midi, juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres. L'adresse était à la périphérie du village, un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, ce qui n'était pas rare, mais ça ne me plaisait pas. C'était peut-être le fait que le client avait appelé pour passer la commande au lieu d'utiliser l'application. On ne recevait presque plus de commandes par téléphone, tout le monde utilisait l'appli, c'était pratique, pourquoi pas? Et pourtant, j'étais là, conduisant sur un tronçon de route dont j'avais seulement entendu parler, me dirigeant vers un client que je n'avais pas envie de rencontrer. L'allée elle-même était longue, serpentant à travers des bandes d'arbres denses, juste un étroit chemin de terre qui s'étendait dans la forêt. Dès que j'ai tourné dessus, j'ai senti mon estomac se tordre en nœuds. Les arbres étaient denses, et leurs ombres engloutissaient les derniers éclats de lumière autour de moi, plongeant tout dans une pénombre oppressante. Les phares de ma voiture perçaient à peine l'obscurité, et j'ai dû ralentir à un pas d'escargot, juste pour éviter de heurter un trou. Et c'est alors que je l'ai vu, garé devant moi, sur le bord de l'allée. Le même camion qu'il y a 2 jours. Mon cœur a immédiatement sombré. Il n'y avait aucun moyen de le confondre. Ce gros Chevy avec le drapeau confédéré accroché directement à la porte arrière, il était simplement là, comme s'il m'attendait. Le même camion qui m'avait poussé hors de la route 2 jours plus tôt. J'ai arrêté ma voiture, mon pouls résonnant maintenant dans mes oreilles. Je pouvais sentir le poids de la forêt et de la situation m'écraser de tous les côtés. Le silence était lourd, trop calme. Pendant un bref instant, j'ai pensé reculer, faire demi-tour et simplement partir. Mais ensuite j'ai regardé les boîtes de pizza sur le siège à côté de moi. Qu'est-ce que j'allais faire? Abandonner la commande? Je ne pouvais pas me permettre de perdre le pourboire, surtout après une semaine aussi lente. Pourtant, je ne voulais pas qu'ils voient ma voiture, alors j'ai fini par me garer derrière un groupe d'arbres où ma voiture serait à peine visible s'ils descendèrent l'allée. J'ai sorti mon téléphone et vérifié le signal, une barre, mais au moins je n'étais pas complètement coupé. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de mon patron, mon pouce flottant au-dessus du bouton d'appel, juste au cas où. J'ai pris les pizzas, verrouillé la voiture et commencé à descendre ce chemin de terre vers la maison. Ce n'était pas très loin, peut-être une centaine de mètres, mais chaque pas semblait lourd, comme si je marchais vers un piège que je ne pouvais pas encore voir. Tout autour de moi était hypersensible. L'air sentait les feuilles humides et le bois pourri, et le silence était si épais que je pouvais entendre ma propre respiration presque trop forte dans mes oreilles. À mesure que la maison apparaissait entre les arbres, elle était vieille, une bâtisse délabrée, du genre qui semblait avoir été construite au fil des ans par quelqu'un qui ne se souciait vraiment pas de l'apparence. Le porche s'affaissait au milieu, les fenêtres étaient couvertes de crasse, rendant presque impossible de voir à l'intérieur. Il y avait une porte qui séparait la maison du reste de la propriété. Et en m'approchant, j'ai remarqué une silhouette assise sur le porche, se balançant d'avant en arrière sur une vieille chaise en bois, simplement en train de me regarder. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge lorsque l'homme s'est levé et m'a salué paresseusement. Je l'ai immédiatement reconnu. C'était l'un de ceux du camion, l'un de ceux qui s'étaient moqués de moi lorsqu'il m'avait poussé hors de la route. Il portait cette même casquette de baseball sale, la chemise tachée, tendue sur sa silhouette corpulente. « Salut !» cria-t-il, sa voix perçant la cour. « Tu es la fille des pizzas ?» J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour répondre, mes mains serrant maintenant les boîtes de pizza si fort que je pensais les écraser. Il sourit, dévoilant ses dents jaunes. « Je ne pensais pas qu'on te verrait si tôt à nouveau. » Mon estomac se retourna. Le type descendit du porche et commença à marcher autour de la maison, disparaissant de ma vue. J'ai hésité un moment, debout là devant la porte, ne sachant pas quoi faire ensuite, mais ensuite un autre homme est sorti de l'arrière de la maison. Celui-ci était plus grand et plus mince, avec le même air graisseux, bien qu'il m'ait salué comme le premier. « Désolé pour l'autre jour », cria-t-il s'avançant vers la porte. « On ne voulait pas te faire peur, on s'amusait juste, tu vois. »
Mais je me sens mal pour ça, vraiment. Il s'est suffisamment approché pour que je puisse voir l'éclat dans ses yeux. Il ne se sentait pas mal, il jouait avec moi. « J'ai un gros pourboire pour toi », dit-il, sortant une liasse de billets de sa poche. « Allez, entre, on va arranger ça. » J'ai hésité, regardant vers ma voiture, cachée parmi les arbres. Mon téléphone était toujours dans ma poche. Je pouvais appeler mon patron et lui dire ce qui se passait, mais ensuite quoi? Quelqu'un arriverait-il ici à temps? L'homme me fit signe d'approcher, l'argent toujours à la main. « Allez, on ne mord pas, sauf si tu veux qu'on le fasse. » Il rit, un son bas et dégoûtant qui me fit frissonner. Contre mon meilleur jugement, je franchis la porte, gardant mes yeux fixés sur lui tout le temps. Je pouvais sentir le poids des pizzas dans mes mains, mais ce n'étaient pas les boîtes qui me semblaient lourdes. C'était la sensation d'avoir franchi une ligne dont je ne pourrais peut-être pas revenir. Je marchais vers la maison, mes pas lents et délibérés. L'homme avec l'argent souriait toujours, me faisant signe d'approcher. L'autre homme réapparut autour du coin, debout là avec quelque chose dans ses mains. Je plissai les yeux, essayant de distinguer ce que c'était dans la lumière de plus en plus faible, puis je réalisai ce que c'était. Des laisses épaisses et lourdes, et à l'autre bout, 2 rottweilers grognants, tirant sur leur collier, leurs yeux fixés sur moi, montrant les dents, grondant si bas que je le sentais au fond de mon estomac. L'homme tenant les laisses sourit encore plus, et sans dire un mot, il les lâcha. Je n'ai pas réfléchi, je n'en ai pas eu le temps. J'ai juste couru. Les chiens étaient sur moi en quelques secondes, leurs grognements se transformant en aboiements féroces alors qu'ils traversèrent la cour à toute vitesse. Je pouvais entendre les hommes rire derrière moi, crier et applaudir. Tout cela était une sorte de jeu tordu. Mes jambes brûlaient tandis que je courais vers la porte. Le bruit des pattes frappant la terre était trop proche, beaucoup trop proche. Et puis, dans un moment de pure panique, j'ai fait la seule chose qui me soit venue à l'esprit. J'ai lancé les boîtes de pizza par-dessus mon épaule. Les chiens se sont jetés sur les boîtes, les déchiquetant avec ces grognements frénétiques. Ensuite, j'ai utilisé cette distraction pour me précipiter vers la porte et courir vers ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque laissé tomber les clés, mais d'une manière ou d'une autre, heureusement, j'ai réussi à ouvrir la porte et à m'y engouffrer. Les pneus ont patiné sur la terre tandis que j'accélérais, le camion et la maison disparaissant dans le rétroviseur. Je n'ai pas cessé de rouler avant d'être de retour au magasin. Mes mains tremblaient pendant que je racontais à mon responsable ce qui venait de se passer. Il ne m'a pas cru au début, je veux dire, qu'il aurait fait. Mais quand je lui ai montré la vidéo que j'avais enregistrée sur mon téléphone, l'un des hommes riant pendant que les chiens me poursuivaient, son visage est devenu pâle. Nous avons signalé l'incident à la police et, bien sûr, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont juste donné une amende à ce type. Mais il s'est avéré que son nom était Randall, et il avait été un problème dans le village pendant des années, allant et venant de prison, causant toujours un problème. Après ce qui m'était arrivé, les gens ont cessé de tolérer ces conneries. Le village s'est finalement retourné contre lui pour la première fois, et les gens n'ont pas hésité à appeler la police lorsqu'il dépassait les bornes. Quant à moi, je continue de livrer des pizzas, mais de temps en temps, quand j'arrive chez quelqu'un, je m'assure de me garer là où je peux partir rapidement. Il y a quelque chose de séduisant dans la commodité, ce genre qui t'attire lentement jusqu'à ce que tu sois pris dans sa toile. Après avoir emménagé seule, c'est devenu un mode de vie. Ce n'est pas que j'étais paresseuse. Perceux, j'avais simplement un bon travail, une vie sociale, toutes les choses qu'une personne dans la vingtaine est censée avoir. Mais si je pouvais éviter de m'occuper du monde extérieur, je le faisais. Je payais un supplément pour des trajets en Uber, des livraisons de courses et de repas, juste pour rester dans mon petit espace. Je ne voyais pas cela comme de la paresse, c'était simplement de la commodité. Ça a commencé doucement. Un trajet en Uber par-ci, des courses livrées par-là. Mais une fois que je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle je pouvais éviter ces interactions banales de la vie quotidienne, je m'y suis vraiment mise. Je n'avais pas besoin de faire la queue au supermarché, ni de discuter avec des caissiers bavards. Je n'avais pas besoin de petites conversations avec des gens que je connaissais à peine. Les services de livraison sont devenus ma béquille, et bientôt je les utilisais pour tout. Et il ne fallut pas longtemps avant que je ne sorte presque plus de chez moi. Au début, je me disais que ce n'était qu'une phase, une petite période de réclusion post-pandémie pour me détendre. Tout le monde redécouvrait comment redevenir normal après le Covid, non ?
Rester à la maison me semblait sûr, et j'aimais cette sécurité. Avec le temps, il ne s'agissait plus seulement d'éviter le monde extérieur, mais d'apprécier d'être seul. Je gardais mon travail, gérais mes amitiés par SMS et passais la plupart des week-ends seul, mon chiot blotti sur le canapé, à regarder des marathons de séries. Le temps passé seul était littéralement devenu mon sanctuaire. Un week-end, tout était planifié. Isolement total. J'allais dévorer la dernière saison de ma série préférée sur Netflix sans distraction. J'avais des snacks, des boissons, des oreillers et mon chiot sur mes genoux. Ça allait être parfait. Il ne manquait qu'un burrito de mon restaurant mexicain préféré, situé juste au coin de la rue. Rien de trop extravagant, juste un gros burrito de carnitas avec des chips et du guacamole pour m'accompagner toute la soirée. Il était aux alentours de 20h, le soleil s'était couché et une douce obscurité s'était installée dans mon salon, la lumière tamisée de la télévision clignotant devant moi. J'ai ouvert l'application de livraison, passé la commande et bien sûr sélectionné l'option sans contact. C'était l'un de ces week-ends, pas de socialisation, pas d'interruption, même pas avec le livreur. Il suffit de déposer la nourriture, prendre une photo et s'en aller. Parfait. La commande a été acceptée assez rapidement, puis on m'a donné un temps estimé d'arrivée de 20 minutes. Je me suis installé sur le canapé, en lançant la série sur la télé, en jetant un coup d'œil de temps en temps à mon téléphone pour suivre l'avancée de la livraison. Les 20 minutes se sont écoulées sans un coup à la porte, sans notification, rien. J'ai attendu 5 minutes de plus, puis peut-être 10. Mon téléphone a vibré. C'était enfin le livreur. « Désolé pour le retard, il y a eu un problème au restaurant, mais ne t'inquiète pas, j'ai réglé ça et je suis en route », disait le message. Un sentiment de soulagement m'a envahi rapidement, bien que je doive admettre que quelque chose dans cette situation me paraissait étrange. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai remercié et lui ai rappelé que c'était une commande sans contact. Je ne voulais pas être dérangé, surtout que j'étais déjà dans mon mode « je ne veux parler à personne ». Je n'ai pas reçu de réponse. J'ai continué à regarder mon programme, mais mon attention se dispersait. Le temps passait, et ce sentiment d'inconfort que j'avais ressenti auparavant revenait. Ce n'était pas juste le retard, c'était quelque chose dans son ton, ou peut-être l'absence de ton. Il n'y avait pas de « désolé pour l'attente », ni « j'espère que tu apprécieras », juste un sec « je suis en route ». Les phares de la voiture ont traversé la fenêtre du salon et m'ont enfin tiré de ma torpeur. J'ai mis la télévision en sourdine et écouté les bruits habituels, un sac posé au sol, puis des pas s'éloignant. Mais à la place, tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. J'ai regardé la porte, sentant une oppression grandissante dans ma poitrine. Il aurait déjà dû partir, mais quelque chose le retenait là. J'ai hésité à regarder par la fenêtre, mais j'ai senti que cela donnerait trop d'informations. À la place, j'ai pris mon téléphone et ouvert la caméra de la sonnette connectée. Il se tenait simplement là, juste devant la porte, tenant le sac, immobile, sans frapper, sans bouger. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ai-je murmuré pour moi-même. Il était figé, regardant droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose. 5 minutes ont passé, puis 10, et il n'a pas bougé d'un centimètre. Mon cœur battait maintenant à tout rompre, ce sentiment d'inquiétude s'intensifiant en une peur totale. Ce n'était pas normal. J'ai hésité avant de lui envoyer un message. Je ne voulais pas interagir, mais je voulais qu'il s'en aille, alors j'ai écrit « Hé, c'est une commande sans contact. S'il te plaît, laisse juste ma nourriture sur le perron. » Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une réponse. « J'ai besoin que tu sortes et que tu la récupères. Je ne peux pas partir tant que tu ne l'as pas prise. » J'ai regardé le message, les doigts maintenant tremblants. J'ai vérifié 2 fois l'application, confirmant que j'avais bien sélectionné sans contact. Pourquoi insistait-il pour me voir ? Le nœud dans mon estomac s'est encore resserré. « Pose-la simplement », ai-je répondu. « C'est déjà payé. Tu n'as pas besoin de confirmer quoi que ce soit. » Pas de réponse. J'ai revérifié la caméra de la sonnette et cette fois, il regardait directement dans la caméra. Ses yeux semblaient presque vides et son visage arborait un sourire grotesque et forcé. C'est alors qu'il a parlé. « Tu devrais sortir la prendre. Je veux juste m'assurer que tu la reçoives. » Sa voix était monotone, plate, sans émotion, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de sinistre, juste à la limite de ma compréhension. Tous mes instincts me hurlaient de rester à l'intérieur, de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières. Il ne partait pas. Il attendait, m'observant. J'ai écrit un autre message, les mains tremblantes. « Je ne veux vraiment pas sortir.
S'il te plaît, laisse juste ma nourriture. » Cette fois, il n'a pas répondu par message texte. Au lieu de cela, il a parlé directement à la caméra une fois de plus. « Allez, je vois la lumière de ta télé. Ça te prendra une seconde. Qu'est-ce que tu regardes ?» Son ton avait changé maintenant, plus détendu, comme si nous étions de vieux amis partageant une conversation. Mais ces mots ont fait se dresser les poils sur ma peau. Depuis combien de temps était-il là, à observer par ma fenêtre? Je sentais ma respiration se couper alors que je m'éloignais de la porte, l'air dans mon appartement devenant lourd, suffocant même. Mon chiot bougeait sur le canapé, ressentant rapidement ma tension. Puis il a dit « J'ai dû faire beaucoup pour régler ta commande, tu sais? Tu pourrais au moins sortir et dire merci. » Ces mots restèrent dans l'air, une menace sous-jacente non exprimée. J'ai avalé difficilement, essayant de réfléchir à ce que je devais faire. Clairement, il ne partirait pas de lui-même, mais je ne voulais vraiment pas ouvrir la porte. Je ne voulais pas le voir en personne, mais mes options s'épuisaient rapidement. « D'accord », ai-je murmuré pour moi-même, mes mains encore tremblantes en déverrouillant la porte. Je l'ai ouverte juste un peu, assez pour croiser son regard. Il avait un sourire étrange, artificiel, surtout vu de près. C'était presque comme s'il était peint, et sa peau avait un éclat pâle et malsain. Et l'odeur. Mon Dieu, l'odeur m'a frappé comme une vague, de la sueur rance, de la terre et quelque chose de pourri en dessous de tout ça. Il a tendu le sac vers moi, mais ne l'a pas lâché. J'ai senti une vague de peur glaciale m'envahir tandis que je tendais la main. Son emprise sur le sac semblait se resserrer. « Je pense que je mérite plus qu'un simple merci », a-t-il dit, sa voix imprégnée de quelque chose de visqueux. Il s'est penché plus près, ses yeux scrutant mon visage. « Peut-être que tu pourrais m'inviter à entrer. » Mon pouls s'est accéléré. J'ai forcé un faux sourire, reculant et serrant la poignée de la porte. « Je ne peux pas faire ça, » ai-je balbutié. « Mon colocataire est très malade et personne n'a le droit de rentrer. » Il n'y avait pas de colocataire. Je vivais seul, mais j'avais besoin qu'il s'en aille. Ses yeux se sont alors détournés derrière mon épaule, vers la lumière tamisée de la télévision à l'arrière-plan. « Ton colocataire ?» a-t-il demandé, son sourire s'effaçant. « C'est curieux, je n'ai vu personne d'autre ici de toute la soirée. » Je me suis figé, mon sang glacé. Il n'avait pas seulement été debout à ma porte, il avait clairement observé la maison. Tandis que mon cœur battait à tout rompre, ma peau s'est hérissée en réalisant que cet homme en savait bien plus sur moi que ce que je n'aurais jamais dû lui permettre. Ça devait se terminer maintenant. « Je suis désolé, mais je dois retourner auprès d'eux, » ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « S'il te plaît, laisse juste ma nourriture. » Il a hésité, plissant légèrement les yeux, comme s'il calculait son prochain mouvement. Puis, en un instant, il a bondi. Sa main m'a poussé en arrière tandis qu'il s'efforçait de pénétrer à l'intérieur. L'odeur de son corps m'a complètement submergé. C'était aigre et putride. J'ai crié, poussant la porte de toutes mes forces. Il était beaucoup plus fort que je ne l'avais imaginé, ses mains sales s'accrochant au cadre de la porte. Mais d'une manière ou d'une autre, poussé par une panique pure, j'ai réussi à le repousser dehors. La porte s'est fermée avec fracas et je l'ai verrouillée. Tout mon corps tremblait tandis que je m'appuyais contre la porte. Je suis resté là, ce qui m'a semblé des heures, écoutant les bruits de ses pas s'éloignant dans les escaliers. Je me suis précipité vers la fenêtre juste à temps pour le voir trotter vers sa voiture, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule en s'en allant. Je suis resté près de la porte, attendant d'entendre le moteur rugir et s'évanouir au loin. Lorsque j'ai enfin entendu le bruit, je me suis laissé glisser au sol, tremblante, l'adrénaline s'épuisant. Mon chiot, remarquant maintenant vraiment ma détresse, a léché ma main. Je l'ai serré contre moi, essayant de contrôler ma respiration. Durant l'heure suivante, je n'ai pas bougé. Je suis resté là, fixant la porte, tentant de me convaincre que tout était fini, qu'il était parti pour toujours. Mais son visage, cette odeur, tout était gravé dans mon esprit. La façon dont il m'avait regardé, comme s'il m'évaluait, décidant quoi faire ensuite. J'ai frissonné, essayant de secouer la terreur qui s'était maintenant profondément installée dans mes os. Finalement, je me suis levé, les jambes vacillantes, et j'ai attrapé mon téléphone. Je devais le signaler. Mes doigts tremblants ont ouvert le chat de support de l'application de livraison et j'ai décrit tout ce qui s'était passé, des messages dérangeants à la tentative d'intrusion. La réponse a été rapide, mais frustrante de vague. « Nous sommes désolés pour ton expérience. Nous allons ouvrir une enquête et prendre les mesures appropriées. » Ce n'était pas suffisant pour moi.
J'ai appelé la ligne de police non urgente. Je ne savais pas s'il pouvait faire quelque chose, mais je devais au moins faire un rapport. La personne qui m'a répondu était polie, mais clairement indifférente. « Nous allons envoyer quelqu'un pour prendre une déposition », a-t-elle dit, sa voix manquant de toute urgence. J'ai raccroché, me sentant envahi par une vague d'impuissance totale. Je me suis assise sur le canapé, fixant la télévision, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Le burrito et les chips étaient toujours là, près de la porte, intacts. L'odeur de la nourriture se mêlait à celle, persistante, du livreur. J'avais la nausée. J'ai pris le sac de nourriture et je l'ai jeté à la poubelle sans y réfléchir à deux fois. Mon appétit avait complètement disparu. Lorsque l'agent de police est arrivé environ 1 heure plus tard, je lui ai tout raconté. Il a pris des notes et m'a posé quelques questions, mais il ne semblait pas vraiment inquiet. « Nous allons rester attentifs », a-t-il dit. Mais, je dois admettre, sans agression physique, il est difficile de prendre des mesures plus importantes à ce stade. Reste simplement vigilante, verrouille bien tes portes et appelle-nous si quelque chose d'autre se produit. Ce n'était pas exactement réconfortant, mais c'était mieux que rien, j'imagine. Je l'ai remercié et je l'ai regardé partir, me sentant aussi peu en sécurité qu'avant son arrivée. Le reste de la nuit est passé dans un brouillard et je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu ? J'ai gardé l'affichage de la caméra de ma sonnette ouvert sur mon téléphone, la regardant toutes les quelques minutes, espérant ne pas le voir debout là à nouveau. Mais le perron est resté vide, la rue est restée silencieuse. J'ai essayé de me distraire en regardant davantage la série, mais chaque bruit dehors me faisait sursauter, chaque ombre me faisait penser qu'il guettait juste hors de ma vue. Le lendemain matin, je me suis réveillé, si on peut appeler cela se réveiller. J'avais dû m'endormir à un moment donné, mais cela ne ressemblait pas à un vrai sommeil. Ma tête palpitait, mes nerfs étaient complètement à bout. J'ai regardé mon téléphone, m'attendant à voir plus de messages de lui, mais il n'y avait rien. Je ne pouvais pas rester prisonnière de la peur. Je devais reprendre le cours de ma vie, non ? Je me suis dit que peut-être que la compagnie avait réellement fait quelque chose, peut-être qu'ils avaient suspendu son compte, ou peut-être qu'il avait réalisé qu'il était allé trop loin et avait décidé de disparaître. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus entendu parler de lui, alors j'ai décidé d'aller de l'avant. Pendant quelques jours, les choses sont restées assez calmes. Je suis retourné travailler, j'ai vu des amis, j'ai essayé d'oublier complètement ce livreur. Mais une sensation persistante demeurait, l'impression qu'il était encore là, quelque part, me surveillant, et qu'il ne m'avait jamais vraiment laissé tranquille. Chaque fois que je rentrais chez moi, je regardais par-dessus mon épaule, vérifiant s'il y avait des voitures inconnues ou des personnes rôdant dans les environs. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais un pic de panique, m'attendant à moitié à ce que ce soit à nouveau ce livreur. Et puis, 4 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Mon estomac s'est noué et j'ai hésité avant de répondre. Quand je l'ai fait, il y a eu un moment de silence à l'autre bout, puis une voix. « Salut, c'est moi. » C'était lui. Je me suis figé, le téléphone pressé contre mon oreille, mon sang glacé. « Eh bien, j'ai pensé à toi », a-t-il poursuivi, sa voix étrangement décontractée, comme si nous étions de vieux amis rattrapant le temps perdu. « On aurait dit que tu appréciais vraiment cette série. Je l'ai regardée moi aussi, elle est plutôt pas mal, tu ne trouves pas ?» Mon souffle s'est coupé. Comment savait-il ça ? Était-il encore en train de m'observer ? Mes mains ont recommencé à trembler, et ma voix n'était qu'un murmure. « Que veux-tu » Il y a eu une pause, puis ce ton visqueux et arrogant est revenu. « Je pensais juste qu'on pourrait traîner ensemble, une fois. Je veux dire, on semble bien s'entendre, on aime les mêmes séries tous les deux. » Je ne pouvais pas parler, l'horreur de tout cela m'avait complètement paralysé. Il ne voyait pas cela comme une intrusion. Pour lui, c'était une conversation normale, presque amicale. « J'ai repensé à cette nuit », a-t-il continué. « Je pense qu'on a commencé du mauvais pied. Peut-être que j'étais un peu insistant, mais je faisais juste mon travail, tu comprends ? C'est difficile là dehors, livrer de la nourriture. Les gens n'apprécient pas tous mes efforts. » Je me sentais malade, la bile remontant dans ma gorge. Je voulais raccrocher, mais j'étais figé. Ma main ne bougeait pas. « Alors qu'en dis-tu » a-t-il insisté. « On pourrait se voir, peut-être même sortir manger un morceau. Tu aimes toujours les burritos, non ? C'était la goutte de trop. » Et ce fut mon point de rupture. J'ai raccroché, tout mon corps tremblant alors que je laissais tomber le téléphone sur le canapé.
La panique m'a envahi comme une vague, noyant toute pensée rationnelle. Mes doigts bougeaient de façon frénétique et maladroite alors que j'appelais immédiatement la police, ma voix tremblante en leur expliquant la situation. Ils ont pris mon rapport, mais leur réponse était la même que la fois précédente. Ils allaient enquêter. Ils ont dit qu'ils pouvaient émettre une ordonnance de protection temporaire jusqu'à ce qu'ils contactent cet homme. Ils ne l'avaient même pas encore retrouvé. J'ai raccroché en me sentant complètement impuissante. Je ne pouvais tout simplement pas rester là, attendant qu'il décide de ce qu'il allait faire ensuite, et cela pouvait très bien être de réapparaître chez moi. Pendant les jours suivants, je suis restée sur mes gardes. Je me faisais encore plus discrète, évitant de sortir de chez moi à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Je n'ai plus commandé de nourriture, je n'ai plus répondu à la porte. Le monde extérieur semblait tout simplement être une menace pour moi. Chaque bruit était un avertissement potentiel du retour de cet homme. La police a fait une vérification une fois, mais il était clair qu'il ne progressait pas beaucoup. Et puis, un soir, c'est revenu. Je suis rentré chez moi après le travail, fatigué et stressé, et là, il était, assis devant ma porte, soigneusement emballé dans un sac en papier brun avec mon nom dessus. La même commande qu'avant, burrito de carnitas, chips et guacamole. Je n'avais pas commandé ça. Je suis resté là, regardant le sac, la peur bouillonnant en moi comme de l'acide. Maintenant, il jouait avec moi. Ce n'était pas juste une livraison, c'était un message. Il savait où j'habitais, il connaissait ma routine, et maintenant il me rappelait cette nuit, me faisant savoir qu'il ne l'avait pas oublié, qu'il pouvait revenir quand il le voulait. Cette fois, je n'ai même pas touché la nourriture. Je ne m'en suis pas approché. J'ai verrouillé la porte et appelé immédiatement la police, mes mains tremblantes alors que je leur racontais ce nouveau développement. Cette fois, je crois qu'ils ont pris la situation au sérieux. Ils ont envoyé quelqu'un pour prendre des déclarations officielles et ont finalement émis une ordonnance de protection. Mais je ne me sentais toujours pas en sécurité. Comment un simple bout de papier pouvait-il me protéger de cet homme? Au fil des jours, il n'est jamais revenu en personne, du moins pas à ma connaissance. De temps en temps, je recevais un message d'un numéro inconnu ou un email depuis un nouveau compte, me demandant si je profitais bien de la série ou si je voulais traîner. Je signalais chaque fois, mais il y avait des limites à ce que les autorités pouvaient faire. Je dois admettre, je lui donne du crédit. Il était insaisissable, prudent, toujours juste hors de portée. Finalement, ces messages se sont arrêtés aussi. Des semaines sont passées sans aucune nouvelle de lui, et peu à peu, j'ai commencé à me détendre. Peut-être qu'il avait tourné la page, peut-être qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre à tourmenter. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante que ce type soit parti. Je travaillais comme livreur de nourriture dans un petit village à la périphérie d'une grande ville. J'étais venu là en cherchant quelque chose de temporaire, mais j'y suis resté plus longtemps que prévu. Il y avait quelque chose dans la liberté de ce travail, dans le fait d'être seul la plupart du temps, à conduire dans des rues désertes et à livrer des commandes à toutes sortes de personnes. J'aimais cette indépendance, la capacité de me déconnecter un peu du monde et simplement suivre une routine. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'une nuit de travail ordinaire devienne l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Ça avait été une journée lente en termes de commandes, et le soleil commençait à se coucher quand j'ai reçu une commande venant d'une zone plus éloignée du village. C'était une adresse que je ne connaissais pas, mais ce n'était pas inhabituel, car parfois les personnes vivant dans les zones plus rurales commandaient tard. Ce qui m'a frappé, c'est que la commande avait été faite par téléphone. Dans un monde où presque tout le monde utilise des applications pour commander de la nourriture, recevoir une commande par téléphone était rare, mais pas impossible. J'ai noté l'adresse, pris la nourriture au restaurant et me suis préparé à faire la livraison. Le trajet a commencé tranquillement. Les rues étaient vides, les commerces locaux fermaient, et le vent froid de l'automne soufflait entre les arbres, faisant danser les feuilles tombées sur la route. J'aimais la tranquillité de ces nuits, le moment juste avant que le soleil ne disparaisse complètement et que les ombres ne dominent le paysage. Cependant, à mesure que je me rapprochais de l'adresse, un léger frisson m'a parcouru le dos. Quelque chose dans le lieu où je me dirigeais ne me plaisait pas. L'adresse était à la périphérie du village, un endroit où les maisons étaient plus espacées et les routes devenaient plus étroites et sombres. À mesure que j'avançais, j'ai remarqué que les maisons paraissaient plus anciennes, plus délabrées, comme si elles avaient été oubliées par le temps.
Les jardins étaient envahis par les mauvaises herbes, les fenêtres étaient cassées ou clouées, et les quelques voitures que j'ai vues étaient rouillées, garées le long des trottoirs comme si elles n'avaient pas bougé depuis des années. Finalement, je suis arrivé à l'adresse. La maison se trouvait à mi-chemin entre ce qui semblait être une forêt et une petite rue sans issue. C'était une vieille structure, avec de la peinture écaillée et une clôture en bois cassé qui entourait le jardin avant. Elle semblait complètement abandonnée, mais il y avait une faible lumière à l'intérieur, ce qui m'a fait hésiter. Il était tard, et la seule chose qui me retenait là était ma responsabilité envers la commande et la nécessité de gagner ma vie. Je m'étais déjà rendu dans des endroits plus étranges, me suis-je dit. Bien que quelque chose dans l'air me disait de partir, j'ai éteint la voiture et en suis descendu, tenant le sac de nourriture. Le vent nocturne a soufflé fort, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et de la végétation pourrie. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, mais plus je m'en approchais, plus l'air devenait lourd. Je me sentais observé, bien que je ne voie personne aux alentours. C'était une sensation viscérale, comme si les arbres autour de moi, les fenêtres cassées, et même l'obscurité elle-même conspiraient contre moi. La porte de la maison était dans un pire état que ce que j'avais imaginé. Le bois était pourri par endroits, et la peinture, autrefois blanche, était devenue d'un gris sale et jaunâtre. Il n'y avait pas de sonnette, juste une petite poignée en métal rouillé qui a grincé lorsque je l'ai touchée pour frapper doucement à la porte. Mes coups ont résonné dans le silence comme un écho étouffé. J'ai attendu, sentant mon cœur commencer à battre plus fort. Je ne savais pas pourquoi, mais le silence qui a suivi était troublant. Pendant que j'attendais, j'ai entendu quelque chose. C'était à peine un son, un gémissement faible, comme si quelqu'un étouffait un sanglot à l'intérieur de la maison. Je suis resté immobile, tendant l'oreille, essayant d'entendre mieux. Le vent s'était calmé, laissant la nuit dans un silence de mort. Puis je l'ai entendu à nouveau, cette fois plus clair, les pleurs d'un enfant. Je me suis figé. Les pleurs étaient faibles, presque étouffés, mais pleins de détresse. Ce n'était pas le genre de pleurs d'un enfant faisant une crise ou réclamant de l'attention. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre, plus profond. C'était le genre de pleurs qui ne provient que d'une véritable douleur, physique ou émotionnelle. Mes mains ont commencé à trembler alors que je tenais le sac de nourriture. J'ai ressenti une urgence, une envie de fuir, mais en même temps, une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas terriblement dans cette maison. J'ai frappé à la porte une fois de plus fort cette fois, espérant que quelqu'un sorte rapidement. Mais à la place, la porte s'est ouverte lentement, avec un grincement sinistre. Je suis resté là, regardant l'intérieur sombre de la maison. Je ne pouvais rien voir au-delà du seuil, juste des ombres qui semblaient bouger, mais c'était difficile à dire. Mon instinct me disait de partir, mais les pleurs, ces maudits pleurs d'enfant, résonnaient encore dans mes oreilles. Quelque chose se passait là-dedans, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. « Bonjour ?» ai-je demandé, ma voix tremblante plus que je ne l'aurais voulu. Pas de réponse. Juste le silence. Soudain, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait, suivi d'un gémissement étouffé. La chair de poule m'a envahi et une sensation de froid a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai dégluti, essayant de me calmer. J'étais sur le point de faire demi-tour et de retourner à ma voiture quand quelqu'un est apparu à la porte. C'était un homme, grand, corpulent, avec un t-shirt sale et un jean usé. Son visage était couvert de sueur malgré le froid et ses yeux étaient injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a regardé avec une expression d'impatience, presque hostile. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il grogné. J'ai levé le sac de nourriture, essayant de rester calme malgré la peur grandissante qui s'emparait de moi. J'ai apporté la commande de nourriture, ai-je dit, ma voix à peine audible. L'homme m'a regardé un moment, comme s'il ne comprenait pas ce que je disais. Puis, lentement, il a tendu la main vers le sac. Pendant qu'il le faisait, j'ai entendu un autre gémissement faible derrière lui, plus clair cette fois. L'homme s'est légèrement retourné, comme s'il vérifiait quelque chose derrière lui, et pendant un bref instant, j'ai pu voir l'intérieur de la maison. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris, mais qui m'a glacé le sang. 2 petites silhouettes, recroquevillées au sol, essayant de ne pas faire de bruit. C'étaient 2 enfants. Ils étaient terrifiés. L'homme s'est rendu compte que j'avais vu quelque chose, et immédiatement, sa posture a changé. Soudainement, il a arrêté de tendre la main pour prendre la nourriture et a fait un pas en avant,
comme s'il voulait m'empêcher de voir ce qui se passait à l'intérieur. Ses yeux, auparavant hostiles, brillaient maintenant d'une menace latente. J'ai su à ce moment-là que j'étais en danger, que quelque chose de bien plus sombre se passait dans cette maison. « Ce n'est pas tes affaires », a-t-il dit à voix basse, son ton chargé d'avertissement. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension inconfortable qui planait maintenant entre nous. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'avais l'impression que mon corps était paralysé, mes pieds cloués au sol, tandis que la peur s'emparait de moi. L'homme continuait à me fixer, comme s'il attendait que je fasse quelque chose, mais je ne pouvais pas bouger. Le gémissement des enfants résonnait encore dans mes oreilles et mon esprit luttait pour comprendre ce que je venais de voir. Finalement, avec des mains tremblantes, je lui ai tendu le sac de nourriture. L'homme l'a attrapé d'un coup sec, sans même y jeter un regard. « Passe une bonne soirée », ai-je murmuré en reculant lentement. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma voiture, mais j'ai senti son regard planté dans mon dos. Je n'osais pas courir, je ne voulais pas lui donner une raison de me poursuivre. Mais chaque pas semblait durer une éternité. Quand je suis finalement arrivé à ma voiture et que j'ai claqué la porte, mes mains tremblaient tellement que j'avais à peine la force de mettre la clé dans le contact. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti. Je suis resté assis là, avec les phares éteints, regardant la maison. Quelque chose ne tournait pas rond. Je le savais. Je l'avais ressenti dès mon arrivée, et maintenant je l'avais vu de mes propres yeux. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Je n'étais qu'un simple livreur de nourriture. Je suis resté dans la voiture pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mon cœur battant dans ma poitrine et mon esprit tournant à toute allure, débattant entre ce que je savais que je devais faire et ce que je voulais faire. La partie la plus rationnelle de moi me criait de m'en aller, de conduire le plus vite possible et d'oublier tout ce que j'avais vu. Après tout, que pouvais-je faire de plus ? Ce n'était pas mon problème, ce n'était pas ma responsabilité et la situation était clairement dangereuse. Pourtant, en regardant la maison à travers le pare-brise embué, le souvenir des gémissements de ses enfants me hantait encore. J'aurais pu me convaincre que je l'avais peut-être imaginé, que la fatigue de la nuit et l'atmosphère lugubre du lieu avaient joué avec mon esprit. Mais ce n'était pas le cas. Je savais ce que j'avais vu. 2 enfants, recroquevillés au sol, essayant de ne pas être vus, essayant de ne pas faire de bruit. Et le plus troublant, c'était la peur que j'avais vue dans leurs petites silhouettes. Ce genre de peur ne se simule pas. Je savais que quelque chose n'allait pas, terriblement mal. J'ai gardé les mains sur le volant, serrant tellement fort que mes jointures étaient devenues blanches. Mon instinct de survie me disait de partir, mais il y avait autre chose, un sentiment d'obligation que je ne pouvais ignorer. Je savais que si je partais, ces enfants resteraient piégés dans cette maison, avec cet homme qui les terrorisait visiblement. L'image de ces petits corps tremblants dans la pénombre me hanterait pour toujours si je ne faisais rien. J'ai pris une profonde inspiration et sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts tremblaient en composant le 911. Alors que les premiers bips retentissèrent dans l'écouteur, une vague de doute m'envahit. Et si j'exagérais ? Et si je me trompais sur la situation ? Mais en me remémorant le regard de l'homme et les faibles gémissements d'enfants que j'avais entendus, je sus que cela ne pouvait pas être normal. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. L'opératrice décrocha avec calme et j'essayai de lui expliquer la situation du mieux que je pus. Ma voix tremblait alors que je lui racontais ce que j'avais vu et entendu, et à mesure que je parlais, je sentais mon cœur battre plus fort, comme si j'attendais qu'elle me dise que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Mais cela n'arriva pas. L'opératrice prit mon appel très au sérieux et me rassura en m'annonçant qu'elle enverrait une patrouille au plus vite. Elle me demanda de rester dans ma voiture, à l'écart de la maison, et de ne m'approcher sous aucun prétexte. Je restais là, le téléphone toujours en main, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais à présent, l'attente était pesante, tendue. La maison, sombre et inquiétante, se dressait toujours devant moi, presque comme si elle me surveillait également. Même si j'étais en sécurité dans ma voiture, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Chaque minute semblait s'allonger, et la peur grandissait en moi, non seulement pour ces enfants, mais aussi pour ma propre sécurité. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet homme. Je savais que quelque chose dans son regard n'était pas normal. Il y avait quelque chose de sombre, de dangereux, comme s'il pouvait exploser à tout moment. J'avais eu la chance de sortir de là sans qu'il ne me fasse de mal, mais maintenant que j'avais appelé la police, que se passerait-il lorsqu'il s'en rendrait compte ? Je m'imaginais qu'il n'allait pas bien le prendre.
Je scrutais les environs dans l'obscurité de la nuit, cherchant des signes de mouvement, espérant voir les lumières de la police arriver à tout moment. Puis, je l'ai vu. L'homme était sorti de la maison. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, car mon attention était divisée entre mes pensées et mon téléphone. Mais il était là, debout sur le porche, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Son corps se découpait dans la faible lumière provenant de la porte ouverte, et même si je ne pouvais pas voir clairement son visage, je savais que son expression n'était pas amicale. Un frisson parcourut mon dos quand je vis que son regard semblait se fixer sur ma voiture. Je retins mon souffle, priant pour qu'il ne s'approche pas. Je ne pouvais pas être sûr s'il avait remarqué que je restais garé près de sa maison, mais chaque seconde qui passait semblait interminable. Mes doigts tambourinaient nerveusement sur le volant, et je me retrouvais à vérifier encore une fois que les portes étaient bien verrouillées. Mes yeux ne le quittaient pas des yeux, observant chacun de ses mouvements alors qu'il restait immobile sur le porche, surveillant. C'était comme s'il calculait quelque chose, peut-être en train de décider quoi faire ensuite. Puis, un bruit rompit le silence de la nuit. Les lumières bleues et rouges commencèrent à clignoter au loin, et les sirènes de la patrouille de police devinrent audibles à mesure qu'elles s'approchaient de la route. L'homme le remarqua immédiatement. Son corps se tendit, et je le vis se retourner rapidement pour rentrer à nouveau dans la maison, claquant la porte derrière lui. Mon cœur battait la chamade, mais pour la première fois depuis mon arrivée à cette maison, je ressentis une étincelle de soulagement. La police était là. Je restais assis dans ma voiture, observant 2 patrouilles qui s'arrêtaient devant la maison. 4 policiers en sortirent, et avec un mélange de fermeté et de précaution, ils s'approchèrent de la porte d'entrée. Je savais que je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient depuis ma voiture, mais je les vis frapper à la porte et attendre. Les secondes passèrent, et finalement, l'homme ouvrit la porte. Sa posture avait changé, il semblait nerveux, anxieux. Les policiers lui parlèrent pendant quelques minutes, et bien que je ne puisse pas entendre les détails, quelque chose dans les regards qu'ils échangèrent me fit comprendre que la situation n'était pas normale. Puis, l'un des policiers désigna l'intérieur de la maison, et je vis l'homme commencer à s'agiter. Ses gestes devinrent plus brusques, et soudain, il essaya de refermer la porte. Mais les policiers ne le laissèrent pas faire. En quelques secondes, la situation s'intensifia. 2 des policiers forcèrent à la porte pour la maintenir ouverte, tandis que les 2 autres saisirent l'homme et le poussèrent sur le porche. Il se débattit, bien sûr, mais cela ne dura pas longtemps. Mon estomac se retourna alors que je le voyais menotté et conduit vers l'une des voitures de patrouille. L'homme criait, il proférait des insultes, mais ses mots étaient inintelligibles. Mes mains tremblaient alors que je réalisais à quel point j'avais échappé de peu à une situation bien plus grave. Juste au moment où je croyais que la tension était retombée, je vis 2 autres policiers sortir de la maison, mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, je vis 2 petits, les mêmes enfants que j'avais aperçus recroquevillés au sol lorsque l'homme m'avait bloqué la vue. Les policiers les conduisaient par la main, et même si c'était difficile de les voir depuis là où j'étais, je pouvais distinguer les ecchymoses sur leur visage, sur leurs bras. L'un des enfants n'arrêtait pas de pleurer, des sanglots à peine audibles à cette distance, mais si déchirants que je ressentis une pression sur ma poitrine. À ce moment-là, le soulagement que j'avais ressenti s'évanouit, remplacé par un sentiment d'impuissance. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en appelant la police, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que ces enfants avaient dû subir. Depuis combien de temps vivaient-ils ainsi? Quel genre d'abus avaient-ils enduré avant que quelqu'un n'intervienne? Voir les policiers les emmener dans une ambulance me laissa un goût amer dans la bouche, comme si ce que j'avais fait n'était pas suffisant. Je restai dans ma voiture jusqu'à ce que toute la scène se termine, observant comment la maison retombait dans le silence et le désert, avec seulement l'écho des sirènes qui s'éloignaient au loin. Je n'osais pas bouger avant d'être certain que tout était terminé. Mon esprit était engourdi par ce que je venais de voir. Tout s'était passé si vite, et pourtant, chaque seconde de cette nuit semblait interminable, comme si chaque minute avait été un combat entre la peur et le devoir d'agir. Des semaines passèrent avant que je ne découvre ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Un jour, alors que j'étais chez ma tante, le sujet revint lors du dîner. C'est alors qu'elle me révéla quelque chose qui me laissa sans voix. Il se trouve que ces 2 enfants, ceux qui avaient été secourus cette nuit-là, avaient été adoptés. Ma tante et mon oncle, qui avaient tenté d'adopter pendant des années sans succès, avaient été sélectionnés comme leurs nouveaux parents adoptifs. À ce moment-là, tout s'imbriqua.
Je sus que ces enfants, que j'avais aidés sans même m'en rendre compte, se trouvaient maintenant dans un foyer aimant, loin de la terreur qu'ils avaient connue. Chaque fois que je les vois, courir dans le jardin, rire et jouer comme n'importe quel enfant normal, je me sens reconnaissant. Je sais que cette nuit aurait pu être bien différente si je n'avais pas pris la décision de rester, de ne pas ignorer ce que mes instincts me disaient.